Bon, eh bien, je suis ravi d'être ici devant cette honorable assistance publique, on peut le dire, pour vous parler donc en particulier de ce livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui raconte la fabuleuse histoire de l'univers, qui est quand même un grand moment de notre histoire. Alors, c'est un livre qui raconte de façon chronologique, depuis le Big Bang, et un certain nombre de moments essentiels, de temps forts de cette histoire, de ces 14 milliards d'années, enfin presque 14 milliards. Et alors ce que j'ai fait, c'est que je vous propose de vous parler de ça d'une façon un peu plus ludique. Et au lieu de balayer cette chronologie comme ça, ce qui pourrait être assez ennuyeux, c'est d'utiliser quelque chose, un moyen qu'on utilise assez souvent, qui est celui qu'on appelle l'année cosmique. C'est-à-dire que ça consiste à raconter l'histoire de l'univers, tout au moins ce qu'on en sait aujourd'hui, à travers une année calendaire. C'est-à-dire qu'on imagine que le Big Bang aurait eu lieu un 1er janvier à 0 heure et qu'aujourd'hui on serait le 31 décembre à 24 heures, c'est-à-dire à la fin de l'année. Alors le gros avantage de cette présentation, c'est qu'elle permet de saisir un peu mieux des grandeurs de temps ou d'espace qui sont autrement incommensurables. C'est-à-dire qu'on ne saisit pas tellement c'est grand, ça n'a pas de sens. Hein. Voilà. Donc, après avoir contemplé donc cette magnifique couverture, on va passer à cette année cosmique dont je vous parlais. Alors, quelques préambules à ce récit. D'une part, c'est que la base de l'astrophysique, d'une façon générale, c'est que voir loin, c'est voir il y a longtemps. Donc un astrophysicien ou un astronome, on peut voir ça comme un espèce d'archéologue, en fait, qui étudie le passé. Et il a juste à laisser le passé venir à nous, tranquillement. Et comme ça... et voilà. Alors pour vous donner un exemple, des exemples... alors, déjà de base, ça veut dire que la distance, c'est le temps, et que ce temps, c'est l'âge de l'univers. Hein, les 14 milliards de cette histoire, en fait, 14 milliards d'années, en fait, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la naissance de l'univers, mais c'est aussi la distance qui nous sépare de cette... Alors bien sûr, à la vitesse de la lumière. Hein. Quelques exemples. La distance Soleil-Terre, c'est 150 millions de kilomètres. La dimension des dimensions du système solaire, c'est à peu près une centaine d'unités astronomiques, ce qui fait quelques dizaines de minutes lumière. Ah non, même un peu plus. 12 heures lumière, oui, je pensais même pas que c'était aussi long que ça. Les distances stellaires, c'est-à-dire les distances entre les étoiles, c'est le royaume du vide. La distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche du Soleil, c'est 4,2 années-lumière. Ce qui veut dire que la lumière qui est émise par cette étoile, elle met plus de 4 ans pour nous parvenir. Ça veut dire que quand on la regarde aujourd'hui, eh ben, on voit la lumière telle qu'elle était, ou l'étoile telle qu'elle était il y a 4 ans. Un autre exemple pour quelque chose de plus près, que le Soleil, il est à 8 minutes lumière. Ce qui veut dire que quand on regarde le Soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Hein, voilà. Alors les distances galactiques, là on passe à l'étage au-dessus. Diamètre de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Donc il faudrait 100 000 ans pour aller pour parcourir le diamètre de la Voie lactée. Et la galaxie qui est la plus proche de la Voie lactée, de notre galaxie, c'est la galaxie d'Andromède, qui se trouve, elle, à 2,3 millions d'années-lumière. Donc vous voyez que ce n'est pas la porte à côté. Mais on pourra en reparler tout à l'heure, parce qu'il se passe passer une chose dans 3 milliards d'années, qui va être la fusion de ces deux galaxies. Ça va prendre 3 milliards, ou 4 milliards d'années, et c'est-à-dire que dans 7 milliards d'années d'ici, on aura une galaxie géante, une galaxie elliptique,
qui sera le résultat de la fusion de ces deux galaxies. Rassurez-vous, le Soleil aura disparu d'ici là. Donc. Alors l'année cosmique, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est donc le 1er janvier et il est 0 heure. C'est le Big Bang. Il n'y a pas de son, pas de lumière et c'est partout à la fois. C'est c'est pas une explosion à proprement parler, c'est le début d'un processus paroxystique dans lequel l'univers va s'étendre d'une façon absolument phénoménale. Mais il était déjà infini avant. Hein. Donc, alors un exemple pour comprendre ça, c'est que si vous prenez une corde qui est infinie, et qu'il y a pour une raison ou pour une autre, cette corde va s'étendre de façon spectaculaire, de façon phénoménale. Elle était infinie avant, elle reste toujours infinie, hein, mais elle est beaucoup plus grande. Voilà. Et c'est un phénomène qui continue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, c'est-à-dire que l'univers continue à s'étendre. Hein, sous l'effet d'une force qu'on appelle l'énergie noire, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Pour résumer. Alors le 1er janvier, au bout de 15 minutes, c'est-à-dire au bout de au début de ce processus de presque 14 milliards d'années, il se passe quelque chose qu'on appelle la recombinaison. C'est-à-dire que l'univers devient suffisamment froid, où la température a baissé suffisamment, pour que les électrons, l'agitation électronique baisse, ce qui fait que la température baisse, et elle arrive à peu près à ce moment-là autour de 6000 degrés, disons, l'univers. Donc la température est homogène à ce moment-là, et c'est là qu'on peut... Mais les photons, eux, peuvent circuler un petit peu, ils peuvent rayonner, et c'est pour ça que l'univers, au bout de 400 000 ans, devient lumineux. Voilà. Donc là, on peut avoir des images. Et si cette image que vous voyez là, c'est une photo du fond de l'univers. L'univers étant observable, étant une boule, une sphère, ça veut dire qu'on voit partout, dans toutes les directions, on voit la même chose, à la même distance. Les différences que vous voyez de couleur, c'est des différences artificielles, hein, c'est juste pour montrer les différences de température, et elles sont infimes. Hein, c'est peut-être de l'ordre du millième de degré de différence entre les régions les plus chaudes et les régions les plus froides. Voilà. Mais ce sont les débuts de ces inhomogénéités qui vont permettre la création de la matière après. C'est-à-dire c'est un petit peu comme une béchamel et qui va se mettre à grumeler, et à ce moment-là, ça va s'assembler. Ça va se rassembler et on va avoir des grandes structures, des objets qui vont naître, les premières étoiles, les premières galaxies. Ensuite, le 5 janvier de cette année, vous avez les premières étoiles, c'est-à-dire il y a un peu plus de 13 milliards d'années. Le 18 janvier, on a les premières galaxies, c'est-à-dire donc des étoiles qui se rassemblent en paquets. Il y a... Bon, on est toujours dans les 13 milliards d'années. Le 29 août, là on fait un grand saut. Un peu partout dans l'univers, il y a des étoiles qui se créent, il y a des galaxies qui se forment. Mais le 29 août, il y a notre étoile qui apparaît. C'est le Soleil, c'est la naissance du Soleil, c'est il y a 4,66 milliards d'années. Et le Soleil, c'est une petite étoile qui a une espérance de vie de l'ordre d'une dizaine de milliards d'années. Donc là, on est à peu près au milieu de la vie du Soleil, grosso modo. Hein. Et le 31 août, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, donc 2 jours plus tard, à l'échelle de l'année, vous avez le système solaire qui apparaît autour de la Terre, par agrégation de matière de la même façon, mais aussi avec une température qui baisse, et qui permet aux planètes de se former. Hein, au départ, les planètes, c'est comme le reste, hein, c'est quelque chose c'est chaud, c'est mou, etc. Et puis ça refroidit et ça durcit. Et le 2 septembre, il y a la naissance de la Lune. Alors la naissance de la Lune, elle est... Aujourd'hui, le scénario, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites autour de ça. Mais aujourd'hui, il y a une certaine
unanimité, on va dire, pour penser que la Lune est née de la collision d'une autre planète qui était sur une orbite comparable à celle de la Terre, une planète un peu plus petite, et que cette planète aurait télescopé ou heurté la Terre. Et en heurtant la Terre, elle a éjecté de la matière dans l'espace. Cette matière s'est agrégée à son tour, et avec ce qui restait de l'autre planète, et c'est ça qui aurait formé la Lune. Ça a été corroboré en fait par les roches ou ce qui a été ramené par les expéditions lunaires et qui ont prouvé que c'était en gros la même chose, la même composition que celle de la Terre. Le 4 septembre, vous avez les premières roches, c'est-à-dire que c'est la solidification de cette espèce de magma à l'origine, il y a 4,4 milliards d'années. Et bon, c'est essentiel parce que maintenant on va pouvoir marcher dessus, donc c'est quand même important. Le 19 septembre, il y a 3,85 milliards d'années, ce sont les premières traces de vie connues. Alors au départ, la vie sur la Terre, c'est une vie bactérienne, hein, ce sont des bactéries. Ni plus ni moins, et surtout ce sont des organismes qui sont unicellulaires à l'origine. Après ça, la vie va se complexifier, mais tout vient de là. La question qui est pendante aujourd'hui, c'est de savoir si cette vie bactérienne, est-ce qu'elle est née sur la Terre d'une façon qu'on ne connaît pas très bien, qu'on n'imagine pas vraiment pour l'instant. Enfin, il y a des tas d'expériences, des hypothèses, mais pour l'instant, il n'y a rien de très convaincant. Ou bien est-ce que c'est ce qu'on appelle... c'est une vie qui serait arrivée sur Terre à travers les comètes, par exemple, ou à travers de bombardements d'autres objets, et que la vie serait venue de l'extérieur, qu'elle ne viendrait pas de la Terre elle-même. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de définitif, ni rien, il n'y a pas de preuve qui aille dans un sens plutôt que dans un autre. Le 9 octobre de la même année, vous avez l'apparition des cyanobactéries. Alors ça veut dire qu'on arrive, maintenant on avance, ça avance doucement, mais qu'on arrive à avoir des cellules qui sont des cellules à noyaux, progressivement. Et puis ensuite, l'apparition de la reproduction sexuée dans les micro-organismes. Voilà. Ce sont des processus qu'on a pu reproduire d'une façon ou d'une autre et qu'on peut constater dans un autre contexte, ce qui prouve que c'est possible. Bon. Alors maintenant, à partir du mois de novembre, il va se passer quelque chose qui est essentiel. C'est le début de la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, c'est ça qui va permettre de produire de l'oxygène et de doter la planète d'une atmosphère qui soit propice au développement de la vie. Ou en tout cas d'une forme de vie qui correspond à celle qu'on connaît. Hein, parce qu'on a relativisé aussi ça. La vie, c'est une forme de vie en fait. Puisque par exemple, au départ, on pensait qu'il fallait de l'eau, de l'oxygène pour que la vie puisse se développer. Mais on a trouvé par exemple dans certains volcans des particules qui pouvaient se développer dans le soufre, dans un milieu soufré, ce qui a priori était jusque-là jugé impossible. Hein. Ça veut dire que, bon, il y a une petite parenthèse pour ça, c'est que quand vous parlez de cette question du développement de la vie, c'est toujours anthropomorphique, c'est-à-dire on imagine du mal à imaginer une autre forme de vie que celle qu'on connaît et qui va jusqu'à nous. Hein, la vie animale, et même sur la vie végétale, etc. Or, en fait, on peut très bien imaginer une autre forme de vie qui soit totalement différente, hein, et qui corresponde à ce qui a été énoncé comme critère de la vie ou du vivant. Il y a très peu de romans, par exemple, de science-fiction, qui abordent cette question. En tout cas, celle d'une vie qui ne soit pas anthropomorphique. Hein. Parce que si vous lisez la science-fiction, vous vous rendrez compte qu'ils ont toujours plus ou moins un nez, des yeux, même si c'est sous une forme biscornue ou un peu assez étonnante. Et en fait, pourquoi la vie n'aurait-elle pas une autre forme? C'est pareil sur les questions de la taille, par exemple. Hein.
Ça peut très bien avoir des dimensions, des êtres qui vivent. On peut aussi imaginer, comme dans certains romans, il y en a un qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais il y a un roman de science-fiction qui est assez étonnant parce qu'il imagine une forme de vie avec laquelle la communication est quasiment impossible. Et toute l'histoire du héros, c'est qu'il essaye d'imaginer une façon de communiquer avec des êtres avec lesquels, justement, on n'a pas les mêmes canaux de communication. Ensuite, donc le 31 octobre, grâce à la photosynthèse, l'atmosphère peut se charger en oxygène, ce qui va permettre d'avoir une atmosphère qui devienne respirable. Vous avez les premiers organismes pluricellulaires qui apparaissent le 21 novembre, c'est-à-dire il y a 1,5 milliard d'années. Et ces algues, c'est elles qui vont permettre petit à petit le développement de la vie telle qu'on la connaît. Ça va être essentiel. D'abord parce que les algues vont sortir de l'eau progressivement. Les processus de respiration directe avec l'atmosphère vont pouvoir se mettre en place. Et le 15 décembre, il y a 580 millions d'années, vous avez les premiers invertébrés. Bon, les vers de terre par exemple. Et un petit peu plus tard, vous avez les premiers animaux à carapace. Donc ça, ce qui figure sur l'image là, c'est une limule. Vous connaissez ces bestioles. Hein, mais en fait, on peut dire que c'est des exosquelettes, c'est-à-dire que le squelette il est à l'extérieur. La carapace, c'est un exosquelette en fait. Hein. Le 19 décembre, c'est l'apparition des premiers poissons et des premiers vertébrés. Sachant que les poissons, déjà avec les arêtes, c'est déjà une forme de squelette. Et le 20 décembre, c'est-à-dire il y a 420 millions d'années, vous voyez qu'on est tard par rapport dans l'année, hein, et c'est très tard par rapport à la naissance de la Terre. Il y a les premières terres qui émergent, parce que là on est toujours dans l'eau. Et les plantes commencent à coloniser ces terres qui sortent de l'eau. Toujours dans le même esprit chronologique. Donc le 21 décembre, il y a 360 millions d'années, c'est l'apparition des premiers insectes qui vont avoir des tailles très différentes. Parce qu'il y a des insectes qui font, aujourd'hui, où les descendants font, je sais pas, quelques centimètres, et qui pouvaient avoir qui pouvaient faire 1 mètre de taille. Hein. Et le 23 décembre, l'apparition, donc, il y a 300 millions d'années, des reptiles. Hein. Donc, en même temps, c'est l'apparition des premiers dinosaures, enfin, qui arriveraient jusqu'après, le 24 décembre, la veille de Noël, dans cette année cosmique. Vous avez un joli cadeau, c'est les premiers dinosaures. Voilà. Les dinosaures, ils vont avoir une caractéristique, parce qu'ils vont coloniser la Terre et être les maîtres du terrain jusqu'à il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire que c'est pendant pas loin de 200 millions d'années qu'ils vont régner sur la Terre. Mais ces dinosaures, ils vont disparaître. Donc, ça, vous connaissez tous cette histoire-là. Ils vont disparaître a priori à cause d'une météorite ou d'un objet qui s'est écrasé sur la Terre. Mais c'est plurifactoriel. C'est-à-dire que la disparition des dinosaures, il y a au moins 3 raisons connues. La première, c'est qu'ils étaient très affaiblis par un certain nombre de maladies, de dégénérescence, etc. En particulier dû à un deuxième facteur, qui est le gigantisme. Les dinosaures ont eu tendance à grandir. Ça, c'était dû à la suroxygénisation de la planète, de l'atmosphère, qui a tendance à faire grandir les êtres vivants. Hein, c'est un phénomène qui est assez connu. Si le taux en oxygène monte à 50% ou je ne sais pas, naturellement, ça va faire grandir tous les êtres qui sont sur la Terre. Donc les dinosaures, mais ça provoque aussi des dégénérescences, des problèmes parce qu'à un moment donné, il y a des animaux qui ont une telle taille que leur propre poids les empêche de vivre, de se déplacer, etc.
Et puis, donc il y a 200 millions d'années, le 27 décembre, c'est les premiers oiseaux. Et les oiseaux étant aussi des espèces qui sont nées des dinosaures, de certains dinosaures. En particulier, on pense qu'il y avait beaucoup de dinosaures qui étaient des dinosaures à plumes. Et que c'est ceux-là qui sont devenus des oiseaux. Le 28 décembre, il y a 140 millions d'années, ce sont les premières plantes à fleurs. Jusque-là, les végétaux, ce sont essentiellement des arbres, des fougères, des plantes comme ça. Les fougères étant des arbres qui n'ont pas de, qui font pas de lignite et qui donc ne peuvent pas monter, avoir des troncs et durcir. On ne peut pas fabriquer du bois. Et puis, le 29 décembre, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années, c'est vrai que ça paraît très loin, mais vous voyez qu'à l'échelle de l'histoire de l'univers, c'est presque rien en fait. Hein. C'est 2 jours avant la fin de l'année. Voilà. Donc la fin des dinosaures, on vient de le voir. En quoi ça consiste? Le 30 décembre, il y a 40 millions d'années, c'est l'apparition, alors c'est dans l'eau, des cétacés et puis aussi des premiers primates en dehors de l'eau. Sachant que les cétacés, pour certains, ce sont des animaux, des mammifères qui se sont réhabitués à la vie marine. Donc un exemple, c'est la baleine. On a pu reconstituer l'évolution de la baleine, enfin comment elle est apparue et comment elle s'était développée. La baleine, c'est un gros chien qui est retourné vivre dans l'eau. Alors, il n'était pas aussi gros que les baleines, hein, mais c'était peut-être un animal qui était de la taille d'un cheval ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est lui, c'est devenu une baleine. Hein. L'ancêtre de la baleine était un genre de canin. Le 31 décembre, donc, apparaissent les grands mammifères. Donc là, vous l'avez reconnu, hein, c'est le mammouth. Il y avait 2 sortes de mammouths d'ailleurs. Il y avait un mammouth à poil long qui était fait pour les régions très froides et un mammouth à poil court qui vivait dans d'autres régions beaucoup plus tempérées. Mais leur taille les a condamnés aussi. Alors le 31 décembre, il y a 6 millions d'années, c'est l'apparition des premiers hominidés. Donc vous voyez, c'est récent. Hein. Ce qui ressemble à un humain, c'est apparu 1h30 avant la fin de l'année. Hein. Donc c'est vraiment très récent. Là, vous avez un truc, bon, c'est un petit peu... c'est pas complètement exact, parce que on pourrait croire en voyant ça que l'Homo sapiens vient de l'homme de Néandertal. En fait, non, il y a eu apparition simultanée de plusieurs espèces humanoïdes, d'hominidés, dont aujourd'hui on en connaît au moins 4. Donc il y a Sapiens, il y a Néandertal, il y a eu l'homme de Florensis, qui était plutôt vers l'Asie, et puis il y a l'homme de Denisovitch aussi, qui est lui plutôt dans l'Europe centrale, limite des espaces sibériens et de l'Asie. Le problème que ça pose aujourd'hui, il y a certains paléontologues qui étudient sérieusement cette question, c'est à savoir est-ce que ces espèces étaient concurrentes ou pas. Mais il y a quelque chose de troublant, c'est le fait que chaque fois qu'il y a eu des zones de contact, hein, réelles, ça on le sait, puisque ne serait-ce que parce que par exemple il y a des gènes de néandertaliens dans les gènes de Sapiens, mais l'autre espèce a toujours disparu. C'est-à-dire que on pourrait presque dire que les autres espèces n'ont pas survécu au contact avec Sapiens. Alors, après ça, la question, c'est pour ça on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais ça pose quand même des questions. Hein. Alors, à 22h30, il y a 3 millions et demi d'années à peu près, les premiers hommes, les premiers sapiens sont apparus. Et à 23h46, c'est-à-dire ils ont domestiqué le feu, ce qui a permis en particulier de cuire les aliments, ce qui est une chose essentielle, hein, puisque ça permet un autre type de développement, notamment, mais ce qui entraîne aussi l'évolution des systèmes digestifs, puisqu'il faut qu'ils soient adaptés à la nourriture qu'ils mangeaient. Avant, l'Homo erectus, il mange de la viande crue.
quand il mange de la viande. Parce que ce qui semblerait aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait, il était plutôt végétarien, à dominante végétarienne. À 23h59, c'est-à-dire 1 minute avant la fin de l'année, il commence à décorer les grottes. Donc ça, c'est vraiment pas vieux, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Et ils inventent, entre guillemets, l'agriculture, c'est-à-dire cultiver puisque maintenant ils ont un système digestif qui leur permet de manger des végétaux cuits. C'est ça qui est l'essentiel, enfin, dans cette modification. Donc ils vont les cultiver aussi beaucoup plus et de façon beaucoup plus variée. Le 31 décembre, il y a 10 secondes avant la fin de l'année, c'est le développement de l'astronomie. Et 1 seconde plus tard, l'apparition des premiers alphabets. Le 31 décembre, toujours donc, à 6 secondes avant la fin, vous voyez, ça vous donne une échelle là, vraiment très tangible, je dirais. C'est la métallurgie, c'est le début de l'âge du fer, c'est la fondation de Carthage. Et 2 secondes plus tard, c'est l'Empire romain, l'Antiquité gréco-romaine, quoi, si vous voulez. Voilà. 31 décembre, donc 2 secondes à fin. Alors 2 secondes, vous voyez, ça fait à peu près un millénaire dans notre chronologie historique. Ce sont les civilisations mésoaméricaines, les Mayas ou les Aztèques. Les Mayas surtout, qui sont plus anciens que les Aztèques. Et enfin, le 31 décembre, donc le début des croisades, ça représente à peu près un millénaire, ça, puisque je rappelle que la prise de Jérusalem, c'est en 1099. Voilà, donc à peu près un millénaire avant aujourd'hui. C'est aussi un peu après, c'est la Renaissance en Europe, mais là c'est plutôt 500 ans. Et aussi la découverte de l'héliocentrisme par Copernic, mais aussi l'arrivée, je ne dirais pas la découverte, mais l'arrivée des Européens sur le continent américain. Sachant que là aussi, ça repose d'autres questions, mais par un autre biais, du rôle de Sapiens. C'est-à-dire que c'est l'Homo sapiens qui est arrivé sur le continent américain, où il y en avait d'autres qui étaient déjà, et on retrouve ce principe de confrontation qui se termine toujours très mal, et qui continue à se dérouler très mal. Voilà, et puis là on est presque maintenant, donc c'est la découverte de la relativité avec oncle Albert, si on peut dire, et la théorie de la relativité. Alors, des épilogues, bon bien sûr il y a les histoires de fin du monde. La fin du monde, c'est... il y avait un couturier, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait Paco Rabanne, voilà, merci, qui avait prédit la fin du monde pour 2012, parce que c'était le calendrier Maya. Le calendrier Maya n'a jamais prédit une fin du monde. C'est la date de la fin d'un cycle dans le calendrier Maya, ce qui n'est pas la même chose. Mais bon, évidemment, c'est tentant après ça d'extrapoler et de raconter des choses comme ça. Donc on a vu que non. Maintenant, alors je peux vous montrer un petit film. Alors je ne sais pas si ça passera bien, on pourra le joindre à côté, mais je vais vous le montrer. Alors vous allez voir, ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la fusion de la galaxie d'Andromède et de la Voie lactée. Alors c'est ce qu'on appelle une vue d'artiste, puisque c'est dans 3 milliards d'années que ça va se passer. Mais c'est à peu près ce qu'on peut imaginer. Alors vous voyez, c'est un phénomène qui est exclusivement gravitationnel en fait. C'est 2 masses, au sens gravitationnel du terme, qui vont fusionner ensemble. Mais comme c'est des galaxies, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des distances énormes entre les objets à l'intérieur de ces galaxies. C'est du vide qui rencontre du vide. Et ce n'est pas une collision. C'est pour ça qu'il y a un mot scientifique qui décrit ça. C'est une coalescence, c'est une fusion si vous voulez. Mais il y a très peu de collisions à l'intérieur de ça. Voilà. Alors, ce qui peut arriver, par contre, c'est quand une galaxie est très perturbée, comme vous avez vu qu'elles sont quand même un peu perturbées par ce qui se passe, il peut y avoir des dégâts collatéraux.
Comme par exemple, si c'est le système solaire qui est touché, qui est perturbé, parce qu'il y a un objet massif qui est passé pas loin, vous allez avoir par exemple une planète qui peut être éjectée de son orbite et éjectée du système solaire et sortir de l'attraction. Et à ce moment-là, elle va se retrouver dans le vide toute seule, dans le froid et sans lumière, et elle est un peu condamnée. Alors après, sur les évolutions, ce qui peut se passer après, ça c'est par exemple une catastrophe cataclysmique avec un gros objet qui vient percuter la Terre. Donc dans ces cas-là, le scénario il est à peu près connu. Hein. Il y en a eu similaires dans l'histoire de la Terre, certainement. Ça provoque ce qu'on appelle de grandes extinctions. Donc c'est comparable à ce qu'on appelle aussi les hivers nucléaires, si jamais il y avait une guerre nucléaire sur la Terre. C'est-à-dire que ça tue à peu près toute forme de vie, au moins pour une bonne durée. Hein. Donc l'hiver nucléaire, ça veut dire que la Terre, elle serait dans le noir complet, il n'y a plus de lumière, pendant plusieurs années, et la vie s'éteint, parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. Alors, s'il n'y a pas de catastrophe comme ça, il va y avoir ce qui va se passer, c'est dans près de 5 milliards d'années, c'est que de toute façon, le Soleil va s'éteindre. Hein, il arrivera en fin de vie. Et à ce moment-là, on aura cette nuit perpétuelle, on va la connaître. Alors, avant ça, il risque de se passer des choses désagréables. Parce que le Soleil, quand il va arriver en fin de vie, il va se dilater. Ça va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, enfin une étoile qui est rougeâtre. Et le Soleil, son atmosphère, va s'agrandir jusqu'à aller à peu près, on pense, jusqu'à la taille de la distance qui sépare le Soleil de Mars. Hein. Donc la Terre sera à l'intérieur de ça, et de toute façon, elle va fondre. Elle va être absorbée par le Soleil. Et puis, donc au bout de 5 milliards d'années, il y a la fin du Soleil, la mort du Soleil qui s'éteint. Il a épuisé tout son carburant. Et il s'éteint et il devient ce qu'on appelle une petite naine brune qui erre dans l'espace. Voilà. Sinon, l'univers lui-même, sur son destin, après ça, il y a 2 hypothèses envisagées, ou même 3. Enfin, ça dépend en fait de ce qu'on a évoqué au début, qui était l'histoire de l'expansion de l'univers. L'univers, pour une raison qu'on ne connaît pas pour l'instant, il est victime, ou l'objet, d'une dilatation. Et cette dilatation, elle peut avoir plusieurs conséquences. Soit il peut y avoir ensuite un mouvement de rétractation, qui est connu sous le nom de Big Freeze, c'est-à-dire que l'univers va se collapser, et c'est un peu le Big Bang à l'envers, en fait, si vous voulez. Ça, c'est une hypothèse. Il y a aussi l'hypothèse d'une dilatation infinie, c'est-à-dire que cette expansion continuerait, et on arriverait à un moment donné, mais alors c'est très très loin, on arriverait à un univers dans lequel les planètes les objets seraient tellement éloignés les uns des autres qu'ils ne pourraient même plus communiquer, puisque la lumière, si vous voulez, la vitesse d'expansion de l'univers serait supérieure à la vitesse de la lumière. Et donc à ce moment-là, on ne verrait même pas les objets, puisqu'ils seraient trop éloignés de nous pour que la lumière nous parvienne. Voilà, enfin, c'est la vitesse d'expansion, hein, plutôt que Voilà, entre autres hypothèses et entre autres joyeusetés. Voilà ce que je peux vous dire. Et tout ça est résumé donc, dans un magnifique ouvrage que vous pouvez trouver ici. Voilà.